Mais voici la réponse de monsieur le gouverneur. Voici la réponse qui va clore tout ce chapitre lié au financement, lié à l'entretien. Comme pour dire qu'il y a chez nous des cadres très honnêtes qui ne se laissent pas influencer. Voici donc le contenu. À monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, mise à disposition de renseignements, c'est l'objet. Monsieur le procureur de la République, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre courrier numéro 15, bar PR, bar TPI, bar D, bar 2022, du 14 décembre 2022, relatif à l'objet ci-dessus rappelé. Nous vous en remercions. En retour, nous vous informons qu'après vérification, les renseignements ci-dessous ont été obtenus. 1. L'existence dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée du compte numéro 4111 534 intitulé Régiment Commando bar PRG. 2. Le compte a été ouvert le 26 novembre 2009. Le 26 novembre 2009, sur demande du ministre à la présidence chargé de l'économie et des finances, le capitaine Mamadou Sandé, confère copie. Je me limite là pour le moment. Le compte est donc créé le 26 novembre, après les événements du 28 septembre, qui se sont déroulés le 28 septembre 2009. Quel lien pouvons-nous faire entre une aide et assistance sur des crimes commis le 28 septembre 2009 en se servant d'un compte ouvert le 26 novembre 2009. Entre le 28 septembre 2009 et le 26 novembre 2009, il s'est écoulé un mois, 28 jours, environ 2 mois. Donc c'est en étant dans l'avenir, en étant, quelqu'un l'a dit, dans le transcendantal, en étant dans le subconscient, en étant dans l'expectative qu'on va financer des choses du passé. Comment aujourd'hui nous pouvons financer à date des choses pour 2023, pour 2024, pour des choses qui se sont déjà déroulées. Voilà un premier faux pas du parquet. Et vous comprendrez pourquoi le parquet qui a demandé ce document n'en a jamais parlé, mais a voulu vous tromper avec la partie civile, en restant dans les mots, dans les verbes, pour dire ils ont financé, ils ont aidé. Mais on n'a jamais apporté la preuve. On a voulu trouver une preuve, mais on a compris que ce document libérait définitivement le président Moussa Dadis Camara. Mais on n'en a jamais parlé, on l'a caché. Mais nous ne sommes pas avocats du président pour rien. Nous lisons toutes les pièces. Je lis ces pièces depuis 14 ans. Mais toutes les pièces, aucune pièce de ce dossier ne m'a échappé. Donc le compte est déjà ouvert le 26 novembre.
Mais le parquet veut vous faire comprendre que ça a été ouvert, mais ça a servi à financer le 28 septembre. Et ce compte a été ouvert par le ministre de l'économie de l'époque, comme ça se fait dans les règles. Le ministre de l'époque, M. Sandé. Et voici le contenu de ce courrier. C'est important pour nous, cette partie. C'est important pour nous, cette partie. Mais mieux que la requalification. Parce que ce n'est pas quelque chose qui tient. Et nous parlerons sûrement de la requalification lundi. Pour clôturer définitivement nos plaidoiries. Le ministre, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ouverture d'un compte. Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder sur requête de l'intendant du président de la République à l'ouverture en vos livres d'un compte bancaire en monnaie locale de la série 4111 intitulé Régiment Commando PRG. Les noms des mandataires habilités à effectuer les mouvements sur le compte qui aura été ainsi ouvert vous seront communiqués dès que possible. Voilà. Donc, que c'est par le ministre de l'économie que ce compte a été ouvert, comme dans tout pays, comme dans la normalité, à moins qu'on me dise qu'en tant que chef d'État, ayant un budget de souveraineté, le courrier en parle d'ailleurs, le président n'était pas président pour parler de l'ouverture de tel compte. Je continue. Le point 2. Le point 3. Le compte a fonctionné sous le régime de signature séparée de Gono Sangaré, intendant régiment commando, et Djabi Aboubakar Sidiki, chef service guichet unique. Copie du spécimen. Ici, on dit que le compte a fonctionné sous la ceinture de M. Gono Sangaré et de Djabi Aboubakar. Mais on ne parle jamais de Djabi Aboubakar ici. C'est encore pour vous faire comprendre le caractère discriminatoire et sélectif de la poursuite engagée par le ministère public. Gono Sangaré est supposé proche du président Dadis. Mais Aboubakar Djabi, non. Voilà ce qui se passe dans ce dossier, Monsieur le Président. Et voici effectivement les deux spécimens pour les deux signatures. Gono Sangaré, Aboubakar Djabi. C'est dans le dossier. Mais le parquet n'en parle pas. Il n'en parle pas parce qu'il veut juste la tête du président Moussa Dadis Camara. Mais il n'aura jamais cette tête-là. Heureusement qu'il n'est pas juge. Heureusement que c'est vous qui êtes l'arbitre. Heureusement qu'il y a une séparation nette et de manière on nous a appris entre la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Heureusement que devant ce tribunal criminel, vous membres, vous êtes la déterminante en dernière instance. C'est pour ça que nous sommes rassurés.
C'est pour ça que nous sommes vraiment rassurés, totalement rassurés. Le point 4. Parmi les opérations passées au début du compte, figure 2, les plus significatives, qui ont été faites au bénéfice de Gono Sangaré pour un montant de 11 milliards 500 millions. Premier montant, 9 milliards 500 millions décaissés le 17 février 2010. Le 17 février 2010, suivant la pièce d'écriture PE numéro 24 00 26 98 du 17 février 2010, paiement espèce suivant la lettre. Monsieur le Président, voyez-vous, et voici cette pièce d'écriture-là. La pièce d'écriture est là. Mais qu'est-ce qui est important? Le premier décaissement est fait le 17 février. Le président Dadis a fait l'objet de tentatives d'assassinat le 11, le 3 décembre. Il n'était plus en Guinée. Le 17 février, le général Sekouba était déjà à la commande. Et ce montant-là a été décaissé. Mais je vais y revenir. Est-ce qu'on peut valablement soutenir dans un procès criminel, un procès aussi important, un procès aussi profond, qu'un montant décaissé en février 2010, pendant que l'intéressé à qui on veut coller l'utilisation de ce montant aux fins d'entretien de recrues, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que tel montant puisse financer des recrues ayant commis ou pour la commission des faits répréhensibles le 28 septembre 2009. Est-ce qu'on peut comprendre au moins que l'administration est une continuité et qu'en vertu de cette continuité, la Guinée était gérée par d'autres personnes et que les actes posés à ces moments-là doivent engager ces personnes-là? Est-ce qu'on peut au moins vous faire comprendre ici que le président Moussa Dadis Camara n'était plus en charge de la gestion du pays officiellement à partir du 15 janvier 2010, officieusement à partir du 3 décembre 2009? Est-ce que dès lors, on peut penser que les actes posés pendant ce temps-là concernant un budget de souveraineté à la présidence pouvaient être commandés par lui? Est-ce que le parquet veut se moquer de nous? Est-ce que est-ce que la partie civile veut se moquer de nous? Est-ce que la partie civile veut se moquer de la défense? Est-ce que la partie civile veut se moquer des Guinéens? Est-ce que le parquet veut se moquer de ceux qui nous regardent? Est-ce que le parquet ne peut pas avoir le courage de démissionner et de vous dire j'abandonne les poursuites, pas dans les coulisses, pas de manière tacite, parce qu'ils ont déjà abandonné tous les chefs d'accusation, mais publiquement, officiellement, et demander des excuses au président Moussa Dadis Camara? Mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement pour des choses aussi claires? Voilà pourquoi nous prenons tout notre temps. Voilà pourquoi nous vous avons dit depuis le début que défendre un ancien chef d'État, ce n'est pas défendre n'importe qui.
Voilà pourquoi nous vous avons dit, c'est passer des nuits blanches, c'est prendre des risques. Au moment où je vous parle, je suis déjà menacé depuis hier. J'ai fait quitter ma famille la nuit. Chez moi, je ne dors plus là. Je suis obligé de tourner dans des hôtels. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Mais il faut que les gens comprennent que la voie de la vérité, ceux-là qui suivent cette voie-là, sont protégés par Dieu. Et ceux qui sont en train de menacer, ceux qui veulent ma vie ont déjà échoué depuis longtemps et ils ne réussiront pas. Parce que je serai là aujourd'hui et je serai là lundi avec vous. Et je serai là, je viendrai en forme, je viendrai en pleine santé. Mais de qui on veut se moquer dans cette affaire? De qui on veut se moquer dans cette affaire? Dès d'ailleurs après aujourd'hui, dès peut-être demain ou après-demain, je déposerai plainte contre X pour menace. Et je pense que je serai protégé et je pense que ma famille sera protégée. Parce que ceux qui n'aiment pas la vérité ne veulent pas entendre cette vérité. Et ce procès doit être le procès de la vérité. Parce qu'on ne peut pas diaboliser un homme. On ne peut pas rendre un homme monstre alors qu'il ne le sait pas. Alors que chacun sait qu'il ne l'est pas. Mais je continue. Moi, personne ne peut me perturber. Je garde toute ma sérénité et rien ne changera dans ma façon d'intervenir. Je resterai dans les limites de la loi. Je suis en train de plaider et je ferai mon travail. Il faut que chacun comprenne que nous ne faisons que notre travail en tant qu'avocat. Nous ne faisons que notre travail. Nous ne faisons que notre travail. Et ce travail-là, nous le ferons avec tous les moyens légaux qu'il faut. Voilà donc le premier montant. Le deuxième montant, on est aujourd'hui avec des pièces comptables, a été donc décaissé. Je lis le courrier. 2 milliards 17 mars 2010, suivant la pièce d'écriture PE numéro 22 0036 27 du 17 mars 2010, chèque numéro A 00046 827 du 17 mars 2010, donneur d'ordre, régiment commando, confère pièce d'écriture numéro 24 0036 27 du 17 mars 2010. Voilà, Monsieur le Président, cette pièce. Voilà cette pièce. Que faut-il retenir? Comme dans le premier cas, ce décaissement a été fait le 17 mars 2010. Le 17 mars 2010, un montant a été décaissé, mais on pense que ce montant a servi à entretenir et à financer des recrues de Caléa qui sont allés commettre, selon le parquet, des infractions au stade du 28 septembre. Est-ce que ce raisonnement peut tenir même dans les coulisses? Est-ce que ce raisonnement peut tenir devant un tribunal criminel? Est-ce que ce raisonnement peut tenir
aux yeux même de quelqu'un qui n'a jamais fait le droit, a plus forte raison celui-là qui a une pratique professionnelle en justice. Pour nous, de la défense du président Dadis, c'est bien non. Parce que le 17 mars 2010, le président Dadis ne gérait plus la Guinée. Le président Dadis était parti. Mais nous sommes toujours avec le compte de souveraineté. Mais qui était le président intérimaire? Mais si on doit demander des comptes, il faut bien qu'on lui demande comment ces montants ont été décaissés. Le président Dadis doit être très étonné que je parle de ces choses-là. Parce qu'il ne doit rien en savoir. Que je parle de montants aussi élevés qui ont été utilisés et on veut lui faire supporter la paternité de l'utilisation de ces montants-là. Alors qu'il ne sait pas. Alors qu'il est en train d'apprendre. Le 5e point, Monsieur le Président. Le paiement chèque à Aboubakar Sidiki Diaby pour un montant de 930 millions, environ 1 milliard. Chèque numéro A 00 046 827 du 17 mars 2010. Confère pièce d'écriture, PE, pièce d'écriture 22 0036 26. Là encore, Monsieur le Président, voici la pièce d'écriture. Mais deux choses à retenir pour nous. Si le montant de 9 milliards 500 millions, si ce montant a été payé en espèces, si le montant de 2 milliards a été payé à Gono Sangaré, les 930 millions n'ont pas été payés à Gono Sangaré, ça a été payé à un certain Aboubakar Diaby. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, dans la lettre du ministre, il est clairement indiqué l'ouverture d'un compte de 10 milliards. C'est la demande qui a été faite. Mais comptez, 9 milliards 500 millions, 2 milliards, ça dépasse déjà. Ça fait 11 milliards 500 millions. Ça dépasse largement le seuil de la demande qui a été faite. 930 millions. Moi, je pense que le parquet devrait plutôt fouiller par là. Au lieu de fouiller, là où il ne trouvera aucun élément pour le servir. Le troisième élément, et nous revenons là-dessus, voilà encore le caractère sélectif et discriminatoire de la poursuite. Parce que tous ceux qui sont supposés être proches du président Dadis doivent être mis négativement en lumière, mais ceux dont on pense n'avoir aucune proximité avec lui, on n'en parle pas. Je ne connais pas ce monsieur Diaby, Aboubakar, mais je me demande bien pourquoi on parle beaucoup de Gono Sangaré. Pourquoi le parquet ne parle pas de lui? De toutes les façons, le parquet a vite compris que ses propres documents servent
à défendre le président Moussa Dadis Camara et à le sauver. Il ne se serait jamais, il n'aurait jamais pensé qu'en écrivant au gouverneur de la Banque centrale, ce dernier fournirait des documents de la sorte. Je vais vous faire des remarques, continuer des remarques pour me résumer à ce niveau. Et c'est important. La première remarque était justement relative au caractère discriminatoire et sélectif de ce courrier du parquet. J'en ai suffisamment parlé. La deuxième remarque, Monsieur le Président, le premier décaissement d'un montant de 9,5 milliards a été effectué le 17 février. Je veux que cette date-là soit notée. 1 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara et 2 jours après la passation officielle de pouvoir imposé, qui lui a été imposée à Ouagadougou, entre lui et le général Sekouba. Donc, ce dernier est celui qui gérait le pays à cette période-là. Et c'est ce dernier qui continuait à faire des recrutements à cette période-là. Hier, nous vous avons brandi des recommandations faites par lui. Nous vous avons lu des noms ici publiquement dans lesquels, en tant que ministre de la Défense et en tant que président intérimaire, il recommande que des personnes soient recrutées. Est-ce que ces montants-là étaient plutôt utilisés pour ces personnes-là? Le deuxième encaissement d'un montant de 2 milliards a été effectué le 17 mars, soit 3 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara, et 1 mois, 2 jours après la passation officielle de pouvoir qui lui a été imposée à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba. C'est ce dernier encore qui gérait le pays. À ce moment-là, ce n'était pas le président Moussa Dadis Camara. Il ne pouvait donc pas contrôler l'utilisation de ce montant. Le troisième et dernier décaissement d'un montant de 930 millions de francs guinéens a été effectué le 17 mars 2010. Soit 3 mois, 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara. Et 1 mois, 2 jours après la passation de pouvoir imposé, qui lui a été imposé à Ouagadougou, entre lui et le général Sekouba Konaté. Et donc c'est ce dernier, encore une fois, qui gérait ce pays. C'est ce dernier qui avait la présidence. C'est ce dernier qui gérait la présidence. C'est ce dernier qui pouvait gérer les finances de la présidence. C'est ce dernier, l'alpha, l'oméga de cette gestion, de l'utilisation de ces fonds. Ce n'est pas le président Dadis qui n'est qu'un bouc émissaire, qu'on présente comme le bouc émissaire, ou qu'on veut d'ailleurs présenter comme le bouc émissaire. Mais on ne réussira pas, parce qu'il est blanc comme neige dans cette affaire. Et ce blanc-là, qui lui colle à la peau, c'est ce même blanc qui constitue une des couleurs composant la robe que vous portez et dont la signification est bien l'espoir. Pour lui, le blanc, c'est de l'espoir. Il est blanc comme neige. La neige elle-même est blanche.
Monsieur le Président, le dernier point de ce courrier, très important encore, que le compte a été clôturé le 16 mai 2011. Le 16 mai 2011, suivant la lettre numéro 603, barre MEF, barre CAB, barre DN, T, CP, barre 11, du 6 mai 2011, relative au virement des soldes de comptes classés dans la catégorie organismes publics non personnalisés sur le compte numéro 4111 524, solde disponible à la clôture 6 988 494. Confère, PE, pièce d'écriture bien sûr, numéro 24 10 99 38 du 16 mai 2011. Voilà. Voilà cette pièce qui clôture tout. Voilà cette pièce qui clôture tout. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, c'est la date de la clôture. Le 16 mai, soit 5 mois, 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Cinq mois, 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Ce compte était lié à la présidence. C'est pour ça qu'il a été ouvert par le ministre de l'économie et des finances, le capitaine Sandé. C'est pour ça qu'il a été ouvert sur la demande de l'intendant à la présidence de la République, le capitaine Gono Sangaré. C'est pour ça qu'il a connu un traitement conforme à la légalité. C'est pour ça que du 26 novembre 2009, ce compte a vécu sous 3 régimes, sous le régime du CNDD et sous une partie du régime du professeur Alpha Condé. Et les relevés ont été produits. Vous les avez dans le dossier, Monsieur le Président. Et à partir de là, vous comprendrez qu'en réalité, on ne peut, au vu des pièces produites par le ministère public lui-même dans ce procès, au vu de ce que nous venons de présenter, on ne peut pas raisonnablement lier le président Moussa Dadis Camara au capitaine Gono Sangaré, ou tout au moins au financement d'un recrutement ou à l'entretien des recrues ayant commis
les crimes atroces que personne ne nie ici, d'ailleurs, au stade du 28 septembre. Mais si personne ne nie, ça ne veut pas dire que l'on doit les imputer à des innocents. Si personne ne les nie, cela ne veut pas dire que l'on doit les imputer au président Moussa Dadis Camara. Motif tiré de ce que c'était lui, le président, à l'époque des faits. Mais si c'est le cas, rassurez-vous que beaucoup de présidents seront candidats potentiels à la détention à la maison centrale. Beaucoup de présidents seront candidats potentiels à rester dans les liens de la justice lorsqu'ils ne seront plus présidents dans leur pays. Mais à ce niveau encore, les ministères publics et les partis civils se sont fourvoyés en voulant faire comprendre que le président Dadis a aidé et assisté les recrues de Kaleya à commettre les crimes du 28 septembre 2009 en les finançant, en les entretenant. Il n'en est rien. Il n'en est rien. En réalité, ce n'est pas M. Gono Sangaré. M. Gono Sangaré, c'est parce que tout simplement M. Gono Sangaré était intendant à la présidence au temps du président Dadis et du CNDD et qu'il est supposé être proche du président Moussa Dadis Camara, qu'on veut l'en vouloir. C'est uniquement pour cette raison que le ministère public s'est tout de suite empressé d'écrire au gouverneur de la Banque centrale. C'était pour avoir un sésame, indépendamment du rapport d'enquête internationale. C'était pour avoir un tel document pour dire, ben, voici, vous avez financé le recrutement de 2008, vous avez entretenu ces recrues, et ces recrues-là sont allées commettre ces faits inimaginables. Vous ne pouvez pas vous dérober de votre responsabilité, notamment pénale, en ce qui concerne la complicité relativement à ces faits commis, criminels ou délictuels. Mais puisque ces noms ont été prononcés ici dans cette salle par le commandant Aboubakar Diakité, ben c'était normal. C'était vraiment normal que ce soit pris pour évangile. Parce que quand ça vient de lui, c'est de l'évangile. C'est presque de l'évangile. Mais quand ça vient du président Moussa Dadis Camara, le ministère public fait la sourde oreille et ne bouge pas. De toutes les façons, il est plus sourd, celui qui ne veut pas entendre. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je l'ai fait remarquer dans cette salle, Monsieur le Président, dans ce temple de Thémis. Mais comme je l'ai dit et fait remarquer encore dans cette salle d'audience, dans ce temple de Thémis, la vérité finit toujours par triompher. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Elle suit la voie. Et une voie, c'est un processus. Oui, la quête de la vérité, c'est un processus. La quête de la vérité judiciaire, c'est un processus. La quête de la vérité historique, c'est un processus. C'est pour ça que nous sommes là depuis le début. C'est pour ça que ce procès a connu plusieurs phases. Nous sommes à la quête de cette vérité. Ce processus, mais ce n'est qu'une question de temps. Le caractère sélectif et discriminatoire de la poursuite est en train de se faire savoir au grand jour. Parce que tout le monde est en train de comprendre, les membres du tribunal avec nous, que cette poursuite engagée par le ministère public contre le président Moussa Dadis Camara n'est que la continuité
de l'inculpation, de son inculpation pour des raisons politiques dont j'avais parlé, de son maintien en détention depuis environ 15 ans, depuis le 3 décembre, pour des raisons politiques. J'ose croire que votre tribunal, dans l'entièreté et la plénitude de sa composition, tirera les conséquences utiles que de droit. Mais toutes les conséquences utiles que de droit, toutes les conséquences utiles que de droit. Alors, Monsieur le Président, peut-on donc reprocher au président Moussa Dadis Camara, au vu de tout ce qui a été dit, au vu de tout ce qui a été présenté, au vu de ces documents vérifiables, au vu de ces choses possibles, infaillibles, que nous disons qu'il a aidé, assisté, par financement, par entretien de recrues ayant commis. La lettre, réponse du gouverneur de la Banque centrale, adressée au procureur de la République, est la preuve éloquente qui n'est ni de près, ni de loin, complice de ce que l'on peut reprocher relativement à Kaléa. Je veux donc passer à la dernière infraction, celle de la mise en danger de la vie d'autrui. Monsieur le juge président, Monsieur les juges assesseurs, peut-on reprocher au président Dadis d'avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestations aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre? Peut-on valablement et juridiquement, au-delà de tout doute raisonnable, reprocher, prouver que le président Moussa Dadis Camara a entravé ou a entravé l'arrivée de secours en mettant la vie de ses compatriotes en danger? L'ordonnance de renvoi a visé pour ce cas l'article 297 du Code pénal, que dispose cet article. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. Première remarque, sur la forme, il s'agit d'un délit. Il s'agit donc d'un délit reproché au président Moussa Dadis Camara. Il s'agit d'un délit qui, s'il était isolé, serait porté devant un tribunal correctionnel. Mais puisque qui peut le plus, peut le moins, le juge criminel
que vous êtes, qui examinez des faits criminels plus graves, aviez donc la possibilité d'examiner un délit qui est donc porté devant vous dans ce cadre-là. Toujours sous la même forme, Monsieur le Président, mes confrères qui m'ont précédé avaient déjà parlé de prescription. Le dernier acte posé dans ce dossier-là a été l'ordonnance de renvoi qui vous saisit, l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de requalification et de non-lieu partiel qui vous saisit, laquelle ordonnance a été prise le 29 décembre 2017. Depuis cette date, aucun acte, ni suspensif, ni interruptif, n'a été posé dans ce dossier. Il s'est donc écoulé tellement de temps pour que la prescription extinctive puisse jouer de tous ses effets. C'est pourquoi, déjà sur la forme, l'action publique est prescrite, puisque elle se prescrit en 5 ans. J'espère que je ne me trompe pas, ou 3 ans. Alors, Monsieur le Président, ceci dit, nous, de la défense du président Dadis, nous l'avons rappelé hier, nous ne nous cachons pas derrière un arsenal de formes pour empêcher que le procès suive son cours normal, même si, il faut le reconnaître, c'est le droit, c'est du droit. C'est justement pourquoi nous allons nous évertuer, comme nous l'avons fait pour la complicité de meurtre et d'assassinat articulé contre le président Moussa Dadis Camara, comme nous l'avons fait pour la complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration articulé contre le président Moussa Dadis Camara, comme nous l'avons fait pour la complicité de vol à main armée reproché au président Moussa Dadis Camara, comme nous l'avons fait pour la complicité de pillage et d'incendie volontaire reproché au président Moussa Dadis Camara, mais comme nous l'avons fait également pour le délit de l'abstention délictueuse reproché contre Moussa Dadis, reproché au président Moussa Dadis Camara. Nous allons donc nous évertuer à démontrer que cette énième litanie d'infractions reprochée au président Moussa Dadis Camara ne peut tenir debout, que cette énième litanie d'infractions n'est que de la construction sur du sable. Rappelez-vous que lorsque vous construisez sur du sable, vous faites un château de cartes, parce que cette construction va s'écrouler. Elle va s'écrouler à tout moment. Et si vous ne faites pas attention, vous vous écroulez avec la construction elle-même. C'est donc pourquoi, Monsieur le Président, nous allons d'abord vous dire de manière très simple ce que c'est que la mise en danger de la vie d'autrui. Il y a donc une personne qu'on va appeler un agent pénal qui est présente, qui a des possibilités de sauver ou d'intervenir pour faire dissiper tout risque pouvant mettre la sécurité d'une autre personne, pouvant compromettre la sécurité de cette personne, mais
qui, malgré ses moyens, n'agit pas pour tirer la personne de ce danger. L'infraction de mise en danger d'autrui, Monsieur le Président, implique que certaines conditions soient réunies. Mais avant de parler de ces conditions, on veut situer le contexte. Dans ce procès, il faut que l'on comprenne que personne, mais je dis bien personne, n'a déclaré ici avoir été en danger de manière imminente en présence du président Moussa Dadis Camara, et ce dernier ne lui est pas venu en aide et que ce dernier l'a laissé en danger. Les secours qui sont allés au stade du 28 septembre, c'était d'abord la Croix-Rouge. Le général ou l'ancien chef d'état-major général des armées vous a clairement expliqué l'appel qu'il a reçu. L'appel qu'il a reçu d'une dame qu'on ne connaît pas, puisque lui-même n'a pas décrit qui était cette dame-là. On a eu comme l'impression que lui-même ne connaissait pas cette dame-là. Mais à partir du moment où cette dame avait demandé de l'aide, il vous a dit avoir agi en conséquence. Cette dame, ou la Croix-Rouge, n'a jamais indiqué ici avoir été empêchée pour secourir ceux-là qui étaient en danger. D'ailleurs, la Croix-Rouge est allée après. Elle est allée pour ramasser les corps. À ce niveau, on ne peut donc pas parler de la présence du président Dadis pour empêcher cette Croix-Rouge. Deuxièmement, on n'a jamais démontré ici qu'un ministre du président Moussa Dadis Camara est de manière évidente et au-delà de tout doute raisonnable à empêcher des secours sur ou insurrection ou provocation ou même en agissant pour le compte du président Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, de ce point de vue, aucun problème ne devrait se poser, même si cela devrait être reproché à un ministre. Parce que tout simplement, là, il est poursuivi au principal. Il est donc poursuivi comme auteur principal, pas comme complice. Dès lors, si quelqu'un a agi comme cela, sa responsabilité pénale, qui doit rester et demeurer individuelle, personnelle, ne pourrait se greffer ou être transportée encore une fois sur les épaules ou sur la tête du président Moussa Dadis Camara. C'était important de fixer ce contexte. Je disais à Monsieur le Président que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui implique que certaines conditions soient réunies, liées premièrement à la situation de la personne mise en danger, deuxièmement à la situation de l'agent pénal, troisièmement à la faute, quatrièmement au lien de causalité entre la faute et le danger. La situation de la personne en danger. La personne doit être directement exposée à un danger imminent. On me dira que les événements du 28 septembre 2008, passés au stade éponyme, ont mis la vie de nos compatriotes en danger.
en légaliste, nous ne discuterons pas de cela. Mais la deuxième condition, c'est la situation liée à l'agent pénal. Cet agent pénal doit être présent. Cet élément physique est nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, pour que sa responsabilité pénale soit engagée. Ici, qui est l'agent pénal? L'agent pénal, c'est la personne poursuivie pour le fait incriminé. Ici, l'agent pénal, c'est le président Moussa Dadis Camara. Était-il au stade, Monsieur le Président? Était-il au stade, Monsieur le Président? La réponse a été détaillée ici, mais nous revenons là-dessus pour clore ce chapitre. Il est constant. Il est acquis, puisqu'on aime le dire au niveau des partis civils. C'est pas ce qu'on appelle acquis au débat. Il est donc acquis que le président Moussa Dadis Camara était le matin du 28 septembre à la présidence située dans l'enceinte du camp Alpha Yaya. Cela a été confirmé par son aide de camp qui vous a dit qu'il voulait sortir, mais qu'il en a empêché. Lorsqu'on dit qu'il voulait sortir, ça indique la présence du président Dadis à la présidence. Je l'en ai empêché, ça indique sa présence. Et il a laissé sous la surveillance, même si je mets le mot entre griffes, de son commandant de salon, M. Mohamed Condé alias Escobar. M. Mohamed Condé alias Escobar est venu vous dire ici que le président Dadis était là jusqu'à 15 heures. Pouvait-il être à la présidence, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, et être en même temps au stade? C'est un peu comme pour dire être à la fenêtre et se regarder passer dehors. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Sigmund Freud. Peut-on être à la fenêtre et se regarder passer dehors? Peut-on être au point A et être en même temps au point B? Peut-on être en même temps à Conakry et être en même temps à Abidjan? L'être humain a-t-il la capacité de se dédoubler et de devenir deux? Espérons que la science nous aide à aller dans ce sens-là, pour qu'au moment où je vous parle maintenant là, que je sois à même de pouvoir aussi plaider un dossier ailleurs. Mais en attendant, c'est une impossibilité absolue. Il est donc constant que le président Dadis était à la présidence. Mais on vous a dit ici qu'il était allé à Marokana. On vous le dira d'ailleurs peut-être après. Moi, je ne me fie pas des déclarations sur Facebook, des déclarations sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Vous savez ce qui faisait la valeur des assises, et ce qui continue encore dans certains autres pays, notamment anglophones, c'est que lorsque de tels procès commencent, les juges et les jurés s'enferment et ne sortent pas jusqu'à la fin.
Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Facebook est né en 2004. Depuis, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est vu au même moment. On ne devrait pas vous priver de vos téléphones. Vous avez d'ailleurs besoin de certaines recherches. Mais tant que vous êtes ensemble, tant que vous avez des téléphones, vous saurez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vous dit plus de vous enfermer, à part les moments de délibération. Et même là encore, c'est pour ça, parce que la vie évoluant, la justice évoluant aussi, devrait s'adapter à cette évolution, à cette vie.